aussi Sophie Aubertin. Je vois qu'il manque encore quelques personnes. Dany arrive. Nicolas Beaumont est excusé également, tout à fait. Très bien. Alors, avant ça, est-ce qu'il y aura des questions en séance publique? Une. Vaut mieux profiter maintenant que le 19, parce que le 19, on risque de finir à 3 € matin. Il y en aura qu'un. Ah oui, ça se bouge. Et modification. Voilà une question de TPA. Une question TPA. Une question de Luc et une question de Stéphane. 4 questions de Luc. Oui, il s'est dit qu'il allait poser. À la fin de l'année, il faut que je liquide. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Il n'y en aura pas d'autres de Alors, avant de commencer la séance, simplement, juste pour vous prévenir, on n'a qu'une seule caméra qui fonctionne, malheureusement c'est la centrale, et donc vous le verrez dans le cadre éventuellement du budget, mais pour 2023, on n'a pas mis beaucoup de moyens parce que c'est pas là où on va faire nécessairement des dépenses, mais on va quand même mettre un tout petit montant pour pouvoir améliorer un petit peu le système audiovisuel de la retransmission de nos échanges de conseils communaux, parce que je pense que ça reste quand même important. Les gens puissent y assister dans une bonne qualité. Donc on a des gens qui ont déjà assisté, qui sont peut-être encore présents aujourd'hui en ligne et on les en remercie. Et donc tenez encore bien, il reste quelques conseils et puis on essaiera de bien améliorer le système. Et puis ceux qui nous rejoignent pour la première fois, merci de nous rejoindre pour la première fois. Alors on est parti avec l'approbation du procès verbal de la séance du conseil communal du 7 novembre. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Pas de remarques, pas de questions? Non. On peut le considérer comme approuvé, tout le monde d'accord? Très bien. Alors on passe à la décision d'adoption des documents portant sur l'instauration de la pension complémentaire en faveur des membres du personnel contractuel et de désignation d'un représentant à l'Assemblée générale du fonds de pension. Donc simplement, c'est la suite de ce qu'on avait discuté la fois où on a dû aussi faire un peu un nouveau conseil en plus qui est convoqué dans les temps. Donc c'est pas un conseil en urgence, c'est bien juste un conseil supplémentaire. Et donc c'est le cœur en fait de ce conseil supplémentaire et on a profité pour mettre un troisième point après. Donc simplement on doit valider, adopter ces fameux documents, les documents où on a intégré toutes les modifications, enfin toutes les propositions qu'on vous avait faites la dernière fois, à savoir les fameux 3% et toutes les conditions qui sont liées par rapport à tous ces documents. Et donc on vous proposera aussi pour nous représenter à l'Assemblée Générale du Fonds de Pension notre ami Raoul Lambert. On est OK avec ça? Oui. Je lui demande pour être bien sûr parce que c'est la première. C'est bien sûr, Raoul. Il est bien sûr. Voilà, je ne sais pas si notre directrice générale veut ajouter peut-être quelque chose par rapport au contenu. C'est tout ce qu'on avait discuté la dernière fois, donc a priori il n'y a rien qui devrait vous poser question. C'est des décisions qu'on a adoptées et qui sont juste retranscrites ici dans les documents. Hein. Ça va? Donc il n'y a rien de plus que ce qu'on avait déjà voté la dernière fois, c'est juste qu'on vote l'adoption de ces documents. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui? Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Alors on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Si délibération sur le point porté à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale d'Orez qui se tiendra le 15 décembre à Louvain-la-Neuve. C'est un peu loin, mais c'est comme ça. Et donc, on a le plan stratégique 2023-2025, les nominations statutaires et l'actualisation de l'annexe 1 des statuts, la liste des associés. Donc, simplement, il n'y a pas beaucoup de grosses nouvelles au niveau d'Orez. Ils sont toujours dans le plan illumine, dans le plan qui consiste à remplacer l'éclairage à raison de 10% par an par du LED sur toutes les communes dans notre province. Donc, c'est essentiellement ça. Et pour le reste, c'est sur la Wallonie, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt direct sur nos communes, si ce n'est qu'ils annoncent tout doucement rentrer dans tout ce qui est un peu nouvelle technologie et on les y encouragera bien, en espérant pouvoir faire partie des communes éventuellement pilotes. Voilà, est-ce que, donc il y a aussi il y a l'évaluation, ça a déjà été fait au niveau de Orez Proximité, je ne sais pas ceux qui ont assisté, mais de tout ce qui est la conséquence d'éteindre justement l'éclairage entre minuit et 5 heures, probablement une proposition qu'on entend d'Orez qui risque d'être prolongée par après, à voir. On n'y est pas encore, mais à voir ce que ça pourra donner. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet ordre du jour? Pas de questions? Pas de remarques? On peut passer au vote.
Est-ce qu'il y a des votes contre? Un point ou tous les points? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et donc, juste avant de passer aux questions, on va d'abord répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu la dernière fois, ou du moins pas assez précisément. Donc, on va vous redonner quelques détails. Moi, je recommence par la question de Nicolas de la fois dernière qui concernait les caméras. On a reçu une réponse de la police qui nous dit simplement que entre minuit et 5 heures, le réseau de caméras n'est pas impacté par les coupures de courant. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. Et c'est ce qu'on nous avait toujours dit aussi, la réponse qu'on vous avait déjà formulée, mais donc là, on a certifié que c'est bien le cas. Donc l'éclairage, c'est l'éclairage public qui est coupé, mais pas les caméras, et que donc le système, entre guillemets, est fonctionnel dans pratiquement toute sa totalité. Voilà, donc ça c'était la réponse à la question, et c'était déjà ce que Marc avait déjà souligné la dernière fois. Voilà. Alors on a d'autres réponses. Je vais peut-être laisser Véronique en premier lieu concernant la question de Marc Arène la dernière fois par rapport aux plantations au niveau de la place verte. Oui, Véronique. La question était d'attirer l'attention du collège sur les essences des plantations donc, qui étaient prévues, qui avaient été étudiées pour la place verte. Donc, et bien évidemment, on a interrogé le bureau à bois quant à vos questionnements, s'il y avait des risques que ces arbres ne survivent pas et qu'il puisse y avoir des risques de cassure du béton. Donc, en tout cas, le retour au niveau du bureau, c'est que normalement, ben voilà, ce type d'arbre ne pose pas de problème. Nous avons choisi des érables champêtres qui sont au nombre de 2. Alors, ils peuvent être, ces arbres, cette essence d'arbre peut être plantée en bac. Ils conviennent même sur des toitures végétales. Cependant, bon, si il est un souhait de pouvoir mettre un arbre plus petit et plus de type voirie, c'est pas exclu. Après, on peut évidemment sélectionner une variété qui s'appelle, donc c'est noté ici dans la suggestion, le Elsreich, qui est un Acer champêtre Elsreich et qui a un peu, par rapport à l'essence initiale choisie, un même look, de mêmes caractéristiques, mais il est plus petit en termes de couronne et de système racinaire, si les risques, vous imaginez être des risques au niveau des racines. Si on reste sur la sélection des 2 arbres choisis, ou si vous dites on va choisir un plus petit, finalement... Restons sur les érables champêtres. Voilà. Donc, très bien. nous voilà rassurés. Merci Véronique. Alors, il y avait encore une dernière réponse à amener, et c'est Raoul qui va vous l'amener. Raoul, c'était concernant l'augmentation de la taxe sur les écrits publics. Donc, en fait, les écrits publicitaires de la presse gratuite fortement que les autres, simplement parce qu'eux n'étaient pas encore au maximum autorisés à l'époque. Et donc, on a rattrapé le retard et maintenant, ils sont au maximum autorisés par la loi, tout comme les autres, quoi. Donc, ils n'étaient pas assez taxés. Voilà. C'est ce que nous conseille autorisé. C'est ce que nous conseille de faire la tutelle. Tout à fait. Voilà, donc ça c'était pour les questions de la fois précédente. On passe aux questions en séance publique. On commence par celle de TPA. Brigitte. Alors, moi j'ai été interpellée par des riverains de Batacourt concernant le réseau. Donc c'est vrai que là, on ne capte rien, c'est dans une cuvette. Donc quand on s'adresse aux opérateurs téléphoniques, ils disent que c'est la commune qui doit intervenir pour pouvoir poser des poteaux. Donc voilà d'où ma question. La patate chaude. Non, mais c'est une réponse qui a été probablement faite par quelqu'un qui n'est pas dans les... Donc ici, moi, ça fait depuis 2019, je pense, donc j'étais encore échevin à l'époque, où j'ai lancé la machine par rapport justement aux opérateurs de téléphonie mobile pour pouvoir voir comment est-ce qu'on pouvait essayer de retirer cette zone blanche, d'effacer cette zone blanche de la carte. Il en reste 2, Batincourt et le zoning ici, les acacias sur Atu. Et donc, au niveau de Batincourt, donc moi j'ai commencé, on a démarché avec Idelux, donc on a quelqu'un qui suit les projets à Idelux, et je dois bien dire qu'il fait ça de manière impeccable. Et donc on a commencé par démarcher des opérateurs, notamment Proximus qui avait démarché avec eux. Et donc Proximus nous a dit bon, on va regarder, et puis finalement
Ils nous ont dit non, c'est pas intéressant pour nous, simplement à ce niveau-là. Au niveau de la téléphonie mobile, je parle bien. Après ça, on a essayé de voir avec Orange. Orange, qui de base nous avait fait à peu près la même réponse, et ça m'a un peu énervé du coup. Si, mais je me suis énervé par rapport à tout ça en disant que je leur ferais une pub monstrueuse. Et du coup, je dois bien avouer qu'Orange a quand même lancé des démarches dans ce sens-là en disant ok, on va quand même approfondir l'étude, voir s'il y a une possibilité pour faire quelque chose. Et donc de ça, s'en est suivi une série de démarches pour avoir étudié certains lieux pour positionner une antenne relais, parce que ça ne se fait pas de manière miraculeuse, il faut bien avoir un relais pour se connecter, donc soit ça se fait par fil, soit ça se fait au niveau hertzien, donc c'est-à-dire par les ondes. Et donc la solution la plus simple, ce qui se fait généralement partout, c'est par les ondes. Le gros problème qu'on a, c'est que Batincourt est inscrit dans une cuvette. Et donc, il faut placer des poteaux relativement hauts, et même en plaçant les poteaux hauts, on arrive à avoir une visibilité par rapport aux autres poteaux sur lesquels on doit se connecter qui est compliquée. Il y avait 3 lieux qui avaient été justement demandés à l'étude par Orange à ce moment-là, qui demandent à Ericsson de pouvoir le faire. Et donc, il y a eu un retour par rapport à tout ça, comme quoi on avait des lieux, 3 lieux qui pouvaient stratégiquement être intéressants. Il y avait le clocher de l'église, il y avait près du cimetière, et il y en avait un autre qui nous appartient aussi, qui est près de la maison, au niveau de Batincourt. Et donc, les 3 lieux ont été étudiés. Le lieu qui retenait le plus d'attention, c'était celui du cimetière, mais l'antenne qui devait venir s'y développer devait faire 40 mètres. Donc, le fonctionnaire délégué a clairement signifié qu'il ne laisserait pas. Donc, la question c'était ça, parce qu'on a toujours cette question, parce qu'on du débat de ça aussi, est-ce qu'on demande d'abord aux citoyens leur avis sur une antenne, ou est-ce qu'on demande d'abord aux fonctionnaires délégués? Si on demande aux fonctionnaires délégués d'abord, les citoyens pas, ça peut quand même toujours se faire dans un deuxième temps, ou bien on demande d'abord aux citoyens, et si le citoyen, on fait des gros débats avec les citoyens, alors ça tombe, le fonctionnaire délégué va dire ah non, on ne fait pas ça. Donc ici c'est ça qui s'est passé, on a d'abord demandé aux fonctionnaires délégués, et il nous a dit voilà. Donc on n'a pas l'autorisation pour ça, ce qui fait que ça a été très difficile de pouvoir avancer après sur le sujet. On a étudié le clocher du diffusé sur le village, puisque vous savez notamment à Batincourt que c'est près du clocher de l'église. Et donc là il y a une étude qui a été faite pour développer éventuellement une antenne, mais on n'arrive pas à se connecter d'un point de vue hertzien. Donc le projet, et alors entre-temps, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse, mais les 2 opérateurs que sont Orange essayent de joindre leurs forces pour développer aussi le réseau, etc. Bref, il y a plein de choses comme ça qui se développent. Il y a d'autres opérateurs aussi qui sont questionnés, mais qui, au niveau téléphonique, ont aussi dit qu'ils n'étaient pas intéressés à ce niveau-là. Et donc, là, les dernières choses qui ont été pointées du doigt, c'est de dire que si on n'arrive pas à se connecter d'un point de vue hertzien, donc moi je leur ai demandé, et là j'ai dû de nouveau être un peu plus insistant, mais qu'on essaie de dégager une autre solution. Et l'autre solution, ce sera d'amener de la fibre optique à Batincourt. Alors c'est pas facile non plus, parce qu'on n'a pas des boîtes tout près, mais amener de la fibre optique à Batincourt, et une fois qu'on a de la fibre optique, on peut justement déployer alors du coup une petite antenne pour pouvoir émettre éventuellement de 4G ou autre. Et donc ça c'est un des projets qu'on a, alors c'est pas si facile que ça, parce que ça doit rentrer évidemment dans les projets des opérateurs et autres, mais pour le moment on a des retours, je ne vais pas dire positifs, mais relativement intéressants, concernant le fait de pouvoir installer la fibre optique jusque Batincourt. Parce que je ne sais pas si on a déjà proposé, mais en tout cas c'est proposé dans le PIC, on va notamment faire des trottoirs au niveau de la rue des 7 Fontaines à Batincourt. Et dans ce cadre-là, dans l'ouverture de cette trottoir-là, il est proposé justement de placer les gaines pour la fibre optique et qu'elle puisse être soufflée sans problème à cet endroit-là. Il restera toujours une liaison entre la rue des 7 Fontaines et Alanzy, qui devra se faire normalement par aérien. Et donc la fibre optique aérienne, c'est jamais trop, on ne sait jamais trop comment le prendre, mais manifestement, ça se fait de plus en plus, et donc on se dirigerait vers une solution de ce type-là pour pouvoir déployer la télécommunication d'une bonne qualité, je vais dire, sur Batincourt, et essayer d'effacer cette zone blanche. Donc il y a beaucoup de discussions qui sont en cours maintenant. On devra retourner évidemment vers les riverains aussi, parce qu'on a aussi des riverains qui n'avaient pas envie d'avoir une grande antenne, la fibre optique, je
pense que ça les dérange moins. Et puis ici, on va être un petit peu une solution intermédiaire pour avoir, ils pourront peut-être se brancher à la fibre optique, mais c'est pas nécessairement toujours donné à tout le monde de se brancher sur la fibre optique, ça coûte quand même un petit peu. Et l'autre chose, c'est peut-être développer justement un réseau de téléphone. Voilà, une réponse complète sur l'historique de toutes les démarches, parce que ça reste entre guillemets une partie cachée de l'iceberg de tout ce qu'on peut faire, et la partie émergée de l'iceberg sera peut-être le jour où il y aura peut-être quelque chose qui va émerger, mais voilà, on attend que ça. Et c'était une bonne question, ça me permet de vous expliquer justement tout ce qui se fait en la matière, dont on parle relativement peu en fait. Merci, bonne réponse. Merci. Complète. Et c'était en effet une bonne question. Pareil, toujours des bonnes questions de toute façon. Stéphane, une bonne question aussi. Non, tout simplement. Je reviens sur la place verte, notre éternelle place verte. J'ai quelques personnes là-bas qui s'inquiètent un petit peu déjà de l'état des pavés, parce qu'il y a déjà de la mousse partout qui s'est formée. Et moi, je voulais savoir si dans le cahier des charges, il était bien prévu de mettre des pavés tambourinés, parce que c'est ce qu'il y a en place pour le moment. Je demande à Vivian, est-ce que dans le cahier des charges, c'était bien des pavés tambourinés? Je ne serai pas de répondre. C'est plutôt Véronique. Ou Véronique, oui. Les parages qui ont été mis en œuvre sont ceux qui étaient prévus au cahier des charges. Non, c'est pas ça que je demandais. Je me demandais si c'était des pavés tambourinés qui étaient prévus. Sur ce jargon, j'ignore. Voilà, parce qu'ils sont déjà en train de pomper la mousse et ils deviennent déjà tout verts. Devant les maisons. Les choix des coloris peut-être à l'eau, mais en tout cas, ils vont rester dans ce qui était prévu. C'est pour être dans la bonne couleur, c'est pas. C'est l'objectif, ça donne. Là, il va y avoir un problème d'entretien, vraiment. On peut rendre attentif, en tout cas, l'auteur de projet, le bureau à bois. On va interroger, comme on l'a fait pour les plantations, on va interroger à bois. On va prendre peut-être le temps de prendre quelques clichés ou de demander qu'il y ait une rencontre sur place pour cette remarque. Mais donc des pavés tambourinés, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, en gros, c'est des pavés qui ont été, on va dire passés à la moulinette, mais c'est un peu ça, avec les coins qui sont cassés. Et donc dans un tambour, c'est exactement ça, donc avec les coins qui sont cassés, et donc on place ces pavés-là, ce qui fait que ça permet de laisser l'eau s'infiltrer. Alors est-ce que ça crée de la mousse ou c'est... Ah, c'est logique. Maintenant, il y a parfois des logiques aussi d'écoulement des eaux qui sont derrière et qui font que on met du pavé tambouriné pour que les eaux puissent bien s'écouler. Parce que sinon, vous savez très bien, on a une place qui est, je ne vais pas dire, ici elle n'est pas bétonnée, mais si on a une place en béton, l'eau stagne et donc ça nous pose aussi d'autres difficultés. Donc c'est un petit peu à voir ce qui avait été évalué, mais on pourra faire un retour beaucoup plus précis peut-être la prochaine fois avec notre agent de l'innovation urbaine qui en prendra un. Soit ce sera pour le 19, soit ce sera peut-être pour celui de janvier, histoire qu'on allège un peu celui du 19. Oui, ça va? Aucun problème. Et ça laissera encore plus le temps. Merci. Alors on passe aux 4 questions de Luc Véders. J'ai oublié de préciser, c'est 3 en public et une... Ah, donc on fera une séance à 8h. Oui. Ok, sans problème. Vas-y, pour les 3 publics du coup. Premier, c'est concernant les cartes riverains au chemin Barola. Vous avez une carte 2021-2022, donc à terme, savoir si c'est renouvelable automatiquement via le service ou si les citoyens doivent marcher quelque part. Mais a priori, ceux qui ont déjà la carte et qui la redemanderont pourront l'avoir directement sans devoir refournir des preuves et autres. Maintenant, ceux qui n'ont jamais eu la carte, c'est l'occasion justement de pouvoir la redemander. Donc, en 2022, ils doivent redemander la carte. Ça ne se fait pas automatiquement. Normalement, ils doivent la redemander. Okay. Ouais. Parce qu'on peut très bien avoir... oui, c'est ça, mais on peut très bien avoir des personnes, on sait qu'ils sont propriétaires, ils l'ont eu l'année dernière, donc ça, il y aura un roulement avec ça c'est clair. Mais il faut quand même la redemander pour la simple et bonne raison que si c'est plus toi qui es propriétaire ou si c'est plus toi qui habites là où tu n'y vas plus, tu n'as plus besoin d'avoir une carte, donc tu ne la redemandes plus et nous on n'en fait plus. Parce que refaire des cartes automatiquement à envoyer à tout le monde, alors qu'ils ne pourraient pas emprunter ce chemin-là. Ça va? Mais ceux qui ont déjà donné des preuves et qui nous diront nous on veut toujours cette carte parce qu'on est toujours propriétaire, etc., nous on vérifiera en un clic. On aura déjà toutes leurs données et on vérifiera en un clic que c'est le cas. Mais il faut bien qu'ils la redemandent.
ça. Ça va? Ouais, ça va. Question? Deuxième, c'est oui, c'est concernant le cyclo-piéton qui part de la Chaire, rue de la Chaire vers la France. Oui. Quand on arrive au bout, à l'ancienne douane, en fait, au point triple là-bas, Oui. on arrive dans une butte Oui. qui est prévue. Donc il y a une passerelle qui est prévue. Donc il y a une passerelle qui doit encore venir à cet endroit-là au niveau de l'Interreg, c'est le dernier point qui devrait être réalisé. Et on a une passerelle qui est prévue pour en effet faire se rejoindre la Belgique à la France. Une passerelle qui va... Parce que là on est vraiment dans la butte, si au pied de la Chière et l'ancienne douane qui est on vous présentera peut-être un visuel, ce sera plus explicite parce que là te répondre comme ça, essayer de te décrire de comment ça va être, ça ressemblera à rien. Mais on vous propose un visuel la prochaine fois sans problème, ou on vous l'envoie par email peut-être, il arrive. C'est pour le plus simple. On vous envoie à tous au niveau du conseil communal. S'il faut, on peut faire une communication dessus, pas de problème non plus, je pense que ce sera le bienvenu. Mais on vous fera un visuel par rapport à ça. Mais donc il y a bien normalement une passerelle qui est censée être prévue dans tout le projet. Qui doit connecter là, avec le réseau français qui lui normalement... Là on est au pied de la butte quoi, donc un tunnel je peux comprendre, une passerelle... Et c'est une passerelle normalement au-dessus du cours d'eau, mais donc à mon avis là où tu es au niveau de ta butte, il doit encore y avoir quelque chose qui doit être fait pour arriver sur une passerelle. Oui, mais on n'a pas encore terminé. Quoi. Ouais. Mais c'est le point par lequel on termine normalement, enfin on termine. De manière générale, le projet Interreg qui se développe sur la Belgique, le Luxembourg et la France. Le dernier point à terminer, et c'est Idelux qui est porteur de projet ici, enfin porteur de projet, c'est cette passerelle-là. Donc, a priori, normalement, c'était une passerelle qui devait venir sur, je ne vais pas dire le point triple, mais donc pratiquement à cet endroit-là, à quelques mètres justement de la fameuse borne qui définit le point triple entre les trois pays. Et cette borne est, en fait, la frontière est dans le cours d'eau. Normalement, on doit avoir une passerelle qui passe là pas très loin de ça. Mais je ne saurais pas te décrire exactement et comment est-ce qu'elle va se développer et l'autre. Et donc, on arrive en effet, la butte, et normalement, on doit en effet faire cette petite passerelle sur le cours d'eau, mais en descendant probablement. Oui, c'est ça. C'est plus plat en tout cas, et contourner cette fameuse butte certainement. Ouais, normalement on doit encore faire un petit bout, faire cette passerelle et puis revenir sur le réseau français qui lui normalement est déjà terminé depuis un an et qui vient de Montrouge. C'est ça. Okay. Mais voilà, le mieux c'est un visuel parce que comme ça, je suis en train d'essayer de te le décrire et tu vois bien que j'arrive pas à... J'irai voir côté français. Parce que le point triple est vraiment de l'autre côté, donc cette passerelle-là n'ira pas au point triple. Là où il y a la borne numéro 1. Les deux bornes numéro 1 alors. Non. Tu parles de où alors? Je ne sais pas. Avant le... on verra le tracé complet, comme ça tu verras tout ce qui se fait. Enfin, on va le renvoyer à tout le monde, on refera une communication dessus aussi, parce que je pense que ça vaut la peine, parce qu'il y a probablement d'autres personnes qui vont se balader par là. Et comme ça, tout le monde sera au courant. Mais on va remettre une communication avec tout le tracé. Mais on n'est pas au même point en effet, parce que normalement là où je t'ai dit où on termine, c'est en effet le point triple de ce côté-là. Là on est bloqué avant. Et donc si on est bloqué avant la route. Il y a une histoire... Ah oui. Avant la route qui va vers les ponts. Avec en roue pour essayer de traverser l'avenue de l'Europe. Celle qui va du rond-point vers les ponts Farodon. Où il y avait l'ancienne douane. Pile où il y avait l'ancienne douane. Ouais. Du rond-point vers les ponts Farodon. Le rond-point où il y a le jardin. On doit traverser là quelque part l'avenue de l'Europe. Mais on va t'envoyer le tracé, c'est plus simple parce qu'on a eu des discussions qui ont fait que ça a changé beaucoup de fois. C'est plus avec l'Europe, c'est le bout de la rue du Fréau en fait. C'est ça. Au pont. À cet endroit-là, normalement les CFL avaient un projet de faire un pont parce qu'ils veulent faire une gare de triage. Donc on devait profiter de... Mais ça, c'est ça. En fait, c'est ça que j'étais en train d'expliquer. Plus en amont de ça, on devait normalement profiter de pouvoir traverser l'avenue de l'Europe et la frontière aussi avec le Luxembourg en profitant d'un projet de pont des chemins de fer luxembourgeois. Mais finalement, au bout d'un an de discussion, ça n'a pas été intégré. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, pour le moment, on est obligé de traverser l'avenue de l'Europe quelque part de manière sécurisée. Et donc, c'est là, à mon avis, où on est arrivé et on doit traverser l'avenue de l'Europe quelque part. Point par là. Enfin, on t'en renverra le truc. Oui. Ça va? C'est l'endroit où la Chière, elle passe sous la route, elle est canalisée. C'est ça. On est là, on est pile là. Et juste de l'autre côté, tu vois le point. On a la butte avec la route au-dessus et on a la Chière à gauche. Ça calme. C'est ça. Et donc là, on va traverser l'avenue de l'Europe. Et donc là, c'est une problématique
on a voulu la résoudre avec les chemins de fer luxembourgeois, on n'a pas su le faire. Et donc ici, traverser ça devenu lourd simplement en attendant. Mais voilà, on va tout en images, ce sera plus parlant. Merci. Troisième question. Oui, concernant la gare, maintenant qu'on a un couvreur, ce serait peut-être bien, avant l'hiver, de le mettre sur la clôture de la gare. Pas mal ouais, ça coule pas mal le long des façades, et ce serait peut-être bien, avant l'hiver, qu'il fasse un petit tour là. Qui est au niveau de la clôture, parce que le bâtiment est sain, ce serait bien qu'il reste. Oui, au niveau de la toiture, on n'est pas pire, mais on peut le noter, hein, j'ai pas de souci avec ça, et qu'on voit si on sait qu'il aille regarder pour faire un petit tour. Il y a 2-3 coins où les façades mouillent bien quand même. Oui, tout à fait. Et donc, on va vous verrez dans le budget 2023, mais donc on va vous proposer d'avancer sur cette histoire de la gare. Donc, si vous vous souvenez, on avait parlé de plusieurs choses. Normalement, il devrait y avoir, Vivian, je ne sais pas s'il est déjà fonctionnel, mais ça devrait quand même avoir cette fameuse salle d'attente. Vous avez dit qu'on essayerait de réhabiliter avant l'hiver, on y arrive. Et ça doit être, ouais, c'est vraiment sous peu, donc les gens vont quand même pouvoir s'habiter, ce sera déjà une bonne chose. Et on va prévoir en effet la toiture, parce que c'est le premier truc à faire, sur le budget 2023, ce qui n'est pas une mince affaire. Maintenant, en parallèle, je vous rappelle qu'on a toujours cette stratégie d'essayer de trouver éventuellement un projet c'est pas un zoning, mais plutôt d'un ensemble de cellules commerciales à gérer sur le site de la gare. Donc ça, on est toujours en train de peaufiner et on a ici lancé d'abord un premier, vous l'avez sans doute vu passer, un premier appel à idée de projet, dans le sens où on aimerait bien savoir quelle forme juridique ça va prendre. Moi, j'ai eu d'autres tours aussi en parallèle de ça. Et alors, probablement que début 2023, on va lancer justement un appel à projet concernant le bâtiment de la gare en lui-même, pour voir si on trouve quelqu'un qui veut bien gérer l'ensemble. Et si personne ne gère l'ensemble, en même temps, on a cette fameuse stratégie de quand même déjà prévoir la rénovation de la toiture, refaire la toiture, refaire éventuellement justement façade, etc., châssis et autres. Et puis après, s'occuper nous-mêmes de cellules commerciales plus petites. À ce moment-là, on aura, parce que là, on aura des problèmes aussi éventuels, locaux notamment. À voir un petit peu comment ça va se passer. Ça va? Mais c'est une bonne suggestion, on en regardera. En même temps arrive, donc. Et les descentes d'eau, corniches, c'est mauvais état aussi, je suppose. C'est des bacs en zinc, et surtout ceux-là qui sont. La toiture en elle-même, ça peut aller, ça peut aller. Les grosses entrées de les façades, c'est principalement des corniches en zinc. Des corniches en zinc. Très bien. Et bien du coup, c'est terminé pour ces questions. Plus d'autres questions? On clôture la séance publique. Je regarde Annie qui arrive plus tard. S'il n'a pas de questions non plus, c'est bien. Hein? On clôture la séance publique. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été présent.